Ah, nous allons en avoir plusieurs, vous allez voir pendant les 2 jours, hein, ils nous ont fait ce privilège de nous envoyer ces vidéos so fake, so good. Sans plus attendre, je vais convier les intervenants de la prochaine table ronde, qui sont donc Marwan Bekjan pour la communauté French Tech Martinique, Paul Richard Ving Dassalom pour la Guyane, Florent Montrouge pour la Réunion, Sébastien Louisson pour la Guadeloupe, Franck Ridon pour la Nouvelle-Zélande et Guillaume Terrien pour la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite sur l'estrade pour démarrer cette table ronde avec un sujet important. Important. Alors, je vais vous demander de vous asseoir. Oui, ça va bien. Voilà. Donc, le sujet de cette table ronde est de se mettre un petit peu dans le bain de ces territoires, différents, vous l'avez compris, des territoires ultramarins, de comprendre le marché, de comprendre les écosystèmes également de l'innovation et de s'interroger sur les défis qui sont en cours pour ces territoires. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont différents? Et surtout, quelles solutions sont apportées? Alors, pour bien introduire, nous allons passer la parole de nouveau à une petite vidéo qui est donc Thibaut Desambert, qui est le coprésident en fait de la French Tech Polynésie, qui sera présent demain et qui a prévu donc effectivement une petite prise de parole pour introduire justement le sujet. Et ensuite, nous passerons la parole à nos invités. Bonjour à tous, je suis Thibaut, donc le coprésident de la French Tech Polynésie. Et je me permets de vous faire cette petite vidéo pour vous exposer un peu la situation du marché économique en Polynésie française. Donc comme vous le savez, en Polynésie française, en fait, la monnaie, c'est comme en Nouvelle-Calédonie, c'est du franc pacifique, ce qui amène certaines particularités, notamment que ce soit dans nos banques et dans certains de nos défis, que ce soit en termes de logiciels, etc. Enfin bref, je vais pas m'éparpiller. Euh, le secteur qui est principalement représenté en Polynésie française, ça va être vraiment le secteur tertiaire, avec le tourisme qui va représenter 15% clairement du PIB. Après, il va y avoir également d'autres secteurs où le gouvernement et le pays est en train de rechercher une diversification. Donc la première, donc il y a eu un défi fort qui a été émis autour du numérique, vu que récemment le président Moïse Brotherson a assumé vouloir atteindre 25% du PIB dans 10 ans avec le secteur du numérique. Ce qui est clairement pas un moindre défi, mais on voit clairement qu'aujourd'hui, au niveau de sa politique, les choses bougent et les choses avancent, en tout cas dans ce sens, puisque récemment, il nous a fait part du fait que Google allait venir s'implanter sous diverses formes aujourd'hui sur le territoire, ce qui est quelque chose d'intéressant, sur lequel, en tout cas, on espère, ce qu'on espère qui va permettre de booster, en tout cas, justement, être un axe de développement du secteur du numérique en Polynésie française. Donc voilà. Il met également beaucoup l'accent, enfin le pays met également beaucoup l'accent actuellement sur le circuit court et plus particulièrement sur l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, on a une forte dépendance de l'importation et aujourd'hui, on essaie, le pays essaie justement de minimiser cette dépendance en mettant en place, que ce soit par le biais d'aide ou par d'autres moyens, la mise en place, de certaines choses pour stimuler justement le secteur de l'agroalimentaire. Et un troisième secteur que je pourrais mettre encore en avant, ça va être l'énergie. Donc tout ce qui va être énergie renouvelable. On a vu pas mal de fermes solaires et d'autres énergies pour le jour, et également tout ce qui va être autour de l'économie bleue. Une particularité, forcément, comme on est en tout cas un pays qui est, enfin, comme on le voit sur une carte, la Polynésie française est quand même relativement isolée. Et comme beaucoup de pays insulaires, je pense, en fait, on va avoir une forte dépendance aux importations. Donc, il y a énormément de commerces qui sont en tout cas mis en place autour de ces importations et qui représentent aujourd'hui une grosse part dominante, du coup, dans le secteur tertiaire que j'expliquais justement initialement. Et donc, forcément, c'est ce qui amène aujourd'hui, on va dire, une balance commerciale qui est quand même relativement déficitaire, bien que le pays essaye constamment justement d'aller vers constamment d'aller vers de rendre cette balance commerciale plutôt positive. Concernant l'écosystème entrepreneurial en Polynésie française, honnêtement, il est quand même relativement actif grâce à on va dire un système qui a été mis en place, qui est mis en place
par la CCSM, qui est le système de patente, et qui donne la possibilité d'avoir en tout cas une entreprise, on va dire une mono-entreprise, relativement facilement, où les démarches sont beaucoup plus, on va dire, sont beaucoup plus raccourcies que la création d'une entreprise classique. Il y a également divers avantages qui vont se faire autour, comme une exonération fiscale qui se fait durant 2 ans. Je vais pas forcément m'attarder, mais on va dire que effectivement, il y a un écosystème entrepreneurial autour de la création d'entreprises qui est plutôt intéressante. Par contre, ce qu'on va surtout constater, c'est que la création justement de ces mono-entreprises vont souvent se situer autour des mêmes secteurs, à savoir l'alimentaire. Il y a beaucoup d'alimentaire au niveau des services, mais pas forcément autour de secteurs innovants. Et donc aujourd'hui, clairement, on va dire que même au niveau de la French Tech, on tend à avoir un peu de la difficulté sur l'éducation à l'innovation, à la création de nouveaux projets, bien qu'il y en ait, hein, il y en a quand même quelques-uns. Mais on constate que par rapport à certains de nos pays voisins, c'est quelque chose qui aujourd'hui nécessite en tout cas d'être plus stimulé, etc. Et clairement, avec la French Tech Polynésie, c'est clairement on va dire un secteur sur lequel on travaille fortement. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez l'occasion, certains d'entre vous auront l'occasion de justement prendre connaissance de l'ensemble de cette innovation, lors de la semaine prochaine pour l'événement des 90 Days qui se déroule, comme je viens de le dire, la semaine prochaine. Donc voilà. Concernant les défis en Polynésie française, il y en a forcément un grand nombre. Mais aujourd'hui, j'aimerais en noter, on va dire, trois. Ça va être d'une part la formation et l'éducation, bien qu'il y ait pas mal d'énergie qui soit mobilisée autour de ça. Il y a une université en Polynésie française, il y a plusieurs écoles. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail de fond et un gros travail à faire sur la partie éducationnelle en Polynésie. Donc ça, c'est vraiment un des premiers défis. Le second défi va être, un des seconds défis là, c'est vraiment de mon point de vue, ça va être le logement. Donc aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas suffisamment de logements en Polynésie française, ce qui fait que on a un phénomène de prix extrêmement élevé. C'est pas la seule raison. Il y en a plusieurs, telles que par exemple une forte concentration au sein d'une seule et même surface en Polynésie française qui va se délimiter on va dire entre Punaoya et Maïna. Ce qui fait que dans cette zone, on est on va dire sur des logements relativement coûteux et pour lesquels justement, on va dire, une partie de la population n'a pas les moyens, en tout cas, d'y accéder. Donc le troisième défi pour ma part va être également le coût élevé et le manque d'économie d'échelle. Donc les coûts de transport, d'importation, de matières premières et de distribution interne sont clairement plus élevés qu'ailleurs, ce qui peut limiter clairement la compétitivité des entreprises localement. Mais également, l'échelle réduite du marché local limite les possibilités de croissance rapide pour certaines entreprises. Donc ça, c'est clairement un troisième défi. J'aimerais conclure un peu sur la perception de la Polynésie française et de la perception un peu plus French Tech. Aujourd'hui, comme j'ai pu le citer, il y a quand même pas mal de défis, il y a encore pas mal de choses à faire, mais qui dit défi et qui dit pas mal de choses à faire, dit également pas mal d'opportunités, beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, clairement, la Polynésie française, c'est un terrain de jeu pour moi, pour entrepreneurs, et qui aujourd'hui a un bel avenir devant lui. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de challenges et c'est ce qui rend en tout cas ce marché extrêmement stimulant. Donc voilà, merci pour votre attention et je vous dis à demain puisque je serai heureusement et avec grande fierté présent lors de cet événement qu'organise la French Tech Calédonie, que je remercie d'ailleurs pour son invitation. Donc à demain et très belle journée à vous. Voilà Thomas. Donc effectivement, il n'est pas avec nous, donc c'est pour ça que sa vidéo est un peu longue. Moi, je vais vous proposer en fait de couper la question un petit peu en deux, comme ça on va faire un premier tour parmi vous. La première question qui est de présenter déjà les caractéristiques de votre marché et de votre écosystème de l'innovation. Et ensuite, nous referons un petit tour tous ensemble pour parler un petit peu plus davantage des défis et des solutions en fait qui sont apportées. Alors peut-être on peut rester pour l'instant dans le Pacifique. Est-ce que Franck Ridon, qui est le président donc de la French Tech Nouvelle-Zélande, peut préciser comment ça se passe dans un grand pays, quand même, un grand pays voisin du Pacifique, mais qui a quand même une caractéristique importante qui est d'être dans une philosophie anglo-saxonne, Franck. Bonjour à tous.
Alors, la particularité de la Nouvelle-Zélande, et on a finalement beaucoup de similitudes avec aussi la Nouvelle-Calédonie en termes de secteur industriel, un gros secteur primaire, extrêmement gourmand en technologie également, qui cherche à se moderniser. On a une grande dimension export. On fait partie de ces pays qui sont, comme le Pacifique, très très loin des gros marchés. Donc il y a eu une propension à l'innovation qui est vraiment intégrée dans les décisions au niveau des entreprises. Ce qui fait qu'on va retrouver au secteur primaire, on a ensuite un deuxième secteur touristique qui s'est un petit peu calmé post-Covid et qui n'a pas vraiment rebondi. Et ce qu'on a vu de manière très intéressante, c'est que le secteur de la tech, qui était déjà bien présent, a complètement été catapulté en termes de deuxième secteur à peu près, en termes d'activité. Alors pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 465 milliards de francs dépensés en technologie aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, R&D, etc. Donc c'est pas un petit secteur, c'est à peu près 7 milliards de dollars, 5 milliards d'euros pour arrondir. Donc c'est des chiffres assez impressionnants. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, on passe par une période un petit peu de calme en termes de croissance économique, mais néanmoins, on a toujours navigué entre... On n'est jamais vraiment au pic de la croissance quand tout le monde cartonne, et on n'est jamais vraiment au fond de l'eau quand les choses sont difficiles. Donc on a vraiment une dimension, et dans l'ADN de la Nouvelle-Zélande, une capacité d'innovation est vraiment importante, et ça, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir en faire profiter les startups ici de Nouvelle-Calédonie. Il y a un marché en Nouvelle-Zélande qui est potentiellement intéressant, et on va retrouver en fait de manière transversale, et j'en terminerai là-dessus, Charlotte, c'est que l'innovation est vraiment présente dans tous les grands secteurs de l'activité. On va retrouver donc l'agritech, la cleantech, alors désolé pour les anglicismes, mais j'ai le droit de le faire aujourd'hui. Tout ce qui va être blue tech. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, avec les tremblements de terre, on a toute une philosophie de prévention sur les aspects civils, donc détection des tsunamis, etc. Et en fait, ça se décline au sein de tous les différents secteurs d'activité. Et bien sûr, l'IA, la deep tech, la Nouvelle-Zélande et la French Tech, c'est 30 entrepreneurs français immigrés en Nouvelle-Zélande qui ont créé leur start-up. Voilà. Et 260 membres qui sont impliqués. Donc on est là, on aimerait vraiment vous faire bosser ici en Nouvelle-Zélande. Je sais que, je ne sais pas si Amaury est là, qui représente le consul de Nouvelle-Zélande, Amaury. On aimerait faire beaucoup plus de business, bien sûr, avec la Nouvelle-Calédonie, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation est exceptionnelle. On est là pour vous épauler, et je vais essayer de faire le maximum pour prendre des carnets d'intérêt pour essayer de voir ce qu'on peut faire sur le marché néo-zélandais. Voilà. Et on peut même annoncer que demain, tu vas organiser en fait un atelier spécifique export pour toutes les entreprises que ça intéresse. Donc, je vais te donner un dernier chiffre. Je t'en prie. La Nouvelle-Zélande, c'est 25 millions de moutons et 5 millions d'habitants. Voilà. Donc c'est un secteur qui est très orienté encore sur le primaire, mais qui évolue. Voilà. Donc il faut réfléchir à l'innovation sur le mouton. Ça s'appelle la chip tech. La chip tech. Ah, bah, la chip tech, mais tout à fait, Marwan, mais tout à fait. Ça y est, le brevet va être déposé. Alors, bah, écoute, moi, je te propose de garder le micro. Est-ce que tu vas nous faire voyager pour aller jusqu'en Martinique et nous présenter effectivement un peu ton écosystème et ton marché? Alors, avec plaisir, même si aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse poser l'avion. Parce qu'il y a de l'ambiance. On vous a contaminé, j'ai l'impression. Comment? On vous a contaminé. Nous, c'est la Caraïbe. On fait ça depuis 100 ans, tous les 4 ans. On se passe des... Ça va? Et bientôt, c'est eux. Normalement, la Guadeloupe est en train de dire « Attendez, la Martinique a commencé, on est où ?» Bon, bref. Alors, plus sérieusement, merci déjà pour l'invitation. J'étais jamais venu aussi loin. Je peux pas aller plus loin. Je crois même que je me suis rapproché de la Martinique quand j'ai dépassé Singapour. Donc, Marwan Bejgan, ingénieur industriel, STP, travaux publics, industrie. Ensuite, je suis rentré en Martinique parce que j'ai grandi là. En 2010, j'ai d'abord travaillé pour la collectivité territoriale. On est un COM, collectivité d'outre-mer. J'étais directeur de l'environnement de la région pendant 5 ans. Puis ensuite, je me suis mis à mon compte. Ça doit faire 8 ans, je pense. Donc, j'ai eu plusieurs points de vue sur l'économie martiniquaise, en fait. D'abord, j'ai eu un point de vue gouvernement. Et à l'époque, j'avais déjà commencé à travailler avec Business France. On faisait beaucoup de coopération vers la Caraïbe, vers l'Amazonie.
On a des réseaux. Je connais par exemple Paul Richard de la Guyane depuis 15 ans parce qu'on est membre de la Jeune Chambre économique ensemble depuis toujours. Donc c'est déjà assez particulier parce qu'au final, il y a quand même un marché anti-Guyane. Ok. Tous les trois, chacun est chez les autres. Donc, et c'est important parce qu'en fait, la question c'était qu'est-ce qu'une start-up? Et une start-up, c'est quand même une société qui a des cash flows importants. Et on ne fait pas des cash flows magnifiques sur un territoire de 400 000 habitants, 80 par 30, la Martinique, 80 km par 30. Donc il y a forcément des limites. Et donc quand je suis arrivé en tant que président de la French Tech Martinique, je me suis posé cette question, est-ce qu'il est possible d'avoir une start-up en Martinique? C'est pas évident en fait, pas sûr. Donc on s'est demandé comment on fait une start-up qui commence en Martinique. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, il faut forcément parler aux Guadeloupéens, aux Guyanais, il faut avoir une relation avec Station F, il faut avoir une relation avec la Caraïbe. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à French Tech, qui aujourd'hui, je vais finir là-dessus, parce qu'on est nombreux, il faut qu'on passe. Pour moi, la French Tech, c'est une modernisation des réseaux d'affaires français. En 2010, quand je faisais du développement durable en pré-COP 21, j'allais dans les alliances françaises, en Amazonie, à Trinidad et tout. Aujourd'hui, la French Tech, c'est ça en modernisé, en plus rapide. Quelles sont les technologies à partager? À peu près toutes. Mais ce qui est surtout à partager, c'est l'organisation. Moi, je suis venu ici parce que j'ai vu Station N. Je me suis dit, mais comment ils ont fait ça? Je veux Station M. Parce qu'il veut Station... Il y a 2 stations G, là. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se mettre en réseau, faire de la synergie. Et puis, c'est une forme de start-up. Hein. La digitalisation, ça reste une standardisation et une industrialisation. Donc, comment est-ce qu'on partage l'expérience et on la déploie? Merci. Oui, et puis c'est très intéressant finalement cette notion de start-up qui commence sur un territoire pour mieux se prolonger. En fait, Parfait. toutes les startups commencent sur un territoire et vont ailleurs. Sauf que quand on commence sur des capitales, hein, quand on commence de Paris, quand on commence de San Francisco, pour tout le monde, il est naturel que ça descende. Il semble que l'économie soit dans un sens. C'est ça. Ça pose une question, ça. Allez, on passe la parole à ce moment-là à Sébastien Louisson qui représente la Guadeloupe. Bonjour, donc Sébastien Lucin, président de la French Tech Guadeloupe. Pour parler de l'écosystème de Guadeloupe, donc nous on est labellisé French Tech depuis 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On est sur la 2e labellisation 2022 et en fait on a la collectivité régionale qui a créé un outil qui s'appelle la Technopole de service Innova que je préside en 2022, qui a doté cette technopole d'un budget 2023 de peu moins de 400 000 euros, qu'on a fait monter à 500 000 euros en 2024 et que si tout se passe bien, on fait monter à 1 million en 2025. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne une quarantaine de sociétés de maturité différente sur le développement et on met l'accent essentiellement sur le développement commercial. Le commercial, le commercial, le commercial, en ouvrant les marchés anti-Guyane, mais surtout en bossant un max sur le côté caribéen, l'Afrique et l'Hexagone. Donc là-dessus, on finance de l'expertise pour les startups, des accompagnements. On lance, là, on va financer une Learning Expedition Sénégal-Côte d'Ivoire. On travaille avec Business France sur les sujets. Là, début décembre, on va créer la première édition des journées d'innovation caribéenne avec Trinidad, Tobago, Martinique, Guyane, Haïti, Jamaïque, en faisant venir des investisseurs américains, hexagonaux, caribéens, pour présenter nos sujets, pas que les sujets guadeloupéens, les sujets de l'ensemble de la Caraïbe sur l'innovation, et ensuite apporter des financements pour pouvoir développer les projets avec naturellement une orientation vers l'export. Parce que comme le disait Marwan très bien, compliqué de développer un business sur un territoire avec 400 000 personnes, surtout dans l'innovation. Donc on va chercher les marchés où ils sont et ensuite on accompagne les boîtes comme il faut. Et on est sur le maritime, la santé, le transport, l'agritech, j'ai dit le transport déjà, tout ce qui est énergie bleue, énergie verte, voilà. Donc tout ce qui répond aux problématiques majeures du territoire et qu'on se rend compte que l'international, c'est le même sujet, notamment en Afrique, où on apporte beaucoup de solutions à des problématiques sur le continent. Et c'est d'autres marchés
avec des montants beaucoup plus conséquents, plus intéressants pour nos startups. Donc voilà, on fait ça en permanence. Et donc finalement, en 5 ans, vous êtes allé assez vite pour ouvrir votre marché, créer en fait des relations, accompagner, tu l'as dit, une quarantaine de sociétés et avoir une feuille de route finalement assez précise. Sincèrement, ça c'est depuis 2 ans, Ok. mais on a pris le temps. Oui, en effet, c'est une question de... En fait, on a trouvé la bonne, je trouve, la bonne recette, gérant financement public, etc., et les délais, où on nous confie les budgets et ensuite on décide de comment on les utilise pour la communauté. Et la Technopole, en l'occurrence, c'est un conseil d'administration composé de la région, de la CCI, de l'INRAE, de l'université, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, d'entreprises guadeloupéennes. Et voilà, en fait, tout l'écosystème est déjà guadeloupéen réuni dans une entité qui, elle, a pour seule mission de développer l'activité commerciale des boîtes du pays. Donc, je pense que c'est la bonne recette. Ouais, donc une bonne coopération entre la Technopole avec les acteurs publics C'est et ça. effectivement la French Tech qui rassemble Où tous les tout le monde secteurs est... privés. on est, bien sûr, il y a des réunions, on communique, etc., etc. Mais on a une belle liberté d'action qui nous permet d'agir là où on pense que c'est nécessaire, avec vraiment le prisme de l'entrepreneur, Parfait. ce qui change. Donc très important cette liberté d'action pour pouvoir effectivement répondre aux besoins économiques. Merci beaucoup Sébastien. Alors on va passer la parole effectivement à Florent Montrouge, donc président de la French Tech La Réunion. Merci, rebonjour à tous. Et vraiment, je suis encore une fois ravi de revenir parmi vous. C'est ma 2e année. Je suis déjà invité l'année dernière aux Assises de la mer. Et c'était un très très bel événement que je salue également. Je revois Athème, Christopher qui est partout par là. Je m'adresse vraiment à tous, frères et sœurs iliens. Parler du territoire, je pense, de la Réunion, c'est quelque part une sorte d'effet miroir qu'on a quand je vous écoute, parce que je ne vais pas répéter ce que vous dites déjà depuis tout à l'heure. Nos secteurs stratégiques, c'est tout ce qui fait qu'on est des îles, en fait. On est loin, ça coûte 9 fois plus cher de pouvoir produire depuis un territoire ultramarin pour aller vers le national et l'international. L'enjeu pour moi au niveau de l'île de la Réunion, c'est principalement un enjeu d'outre-mer. D'outre-mer, d'outre-mer, d'outre-mer. Quand il a fallu aller chercher cette fameuse capitalisation, passer de communauté à capitale, donc là, si je resitue la Réunion, territoire de un peu moins de 900 000 habitants, on a un PIB par habitant qui est beaucoup plus faible, comme tous les territoires par rapport au national, des balances d'export qui sont fortement déficitaires, plus de 85% d'export pour nous. Et pourtant, on a les avantages et nos inconvénients, c'est-à-dire la résilience, c'est-à-dire l'adversité, c'est-à-dire la culture de si la porte est fermée, je passe par la fenêtre. Bref, on fait ce qu'on a à faire pour arriver à se démerder et aller là où on doit aller. Je pense que c'est ça qui nous réunit. Et je parle vraiment de défis ultramarins parce que si je reprends cette genèse justement de construction de la French Tech Réunion, on s'est dit mais comment on pourrait arriver à passer ces différents steps pour aller de l'avant. Et puis on s'est dit tiens, regarde comment ils font les Antillais là-bas, ils sont super forts, ils arrivent à mobiliser leur diaspora pour pouvoir créer des ponts entre les TPE, les grands groupes et les acteurs. Bon, on va essayer de récupérer un peu ça. Comment on peut se déployer? Il n'y a pas que la France. D'ailleurs, le président Macron, quand il est venu en 2019, il nous a dit il faut se tourner vers la partie Indo-Pacifique. Ah, tiens, c'est bizarre, on est un peu par là aujourd'hui. Et même pour venir, on a dû passer par Maurice, Dubaï, Singapour, Nouméa. Et donc, c'est tout notre cheminement, il est toujours un peu comme ça. Donc, c'est comment on s'approprie ce qui se fait. Et donc, quand on a voulu être capital, donc il y a un gros dossier à déposer. La première chose qu'on nous demande, ce sont des KPI, comme toujours. Il faut pouvoir avoir des indicateurs qui sont forts pour aller de l'avant. Start-up, tu veux lever des fonds, on peut ramener 50, 100 investisseurs. Tu es bien gentil, mais tant que tu n'auras pas un ARR, en fait, des indicateurs commerciaux viables, tu peux ramener qui tu veux, ça n'ira pas plus loin. Donc d'abord, construis ta rentabilité, construis tes indicateurs. En plus, après, tu pourras aller plus loin. Et donc pour nous, c'était ça pour passer de communauté à capital, c'était d'avoir les bons indicateurs. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ok, comment on peut avoir les bons indicateurs? Parce que si on est une île seule de notre coin, intrinsèquement, on n'aura jamais les indicateurs nécessaires pour prétendre à plus. Et donc on s'est dit, non, on va mettre en avant non pas les indicateurs de l'île de la Réunion,
mais on va mettre en avant les indicateurs de l'ensemble des Outre-mer. L'ensemble, pas un particulier. Parce que c'est ensemble qu'on est capable de dire qu'on rayonne sur toute la Terre entière. C'est ensemble qu'on est capable de dire qu'effectivement, on est la première puissance maritime, mais pas que. Et donc, le positionnement géostratégique de la France se fait par ces îles. C'est à nous aussi de pouvoir y aller. Alors, ça amène aussi des nombreux défis, et je vais passer aussi la parole, mais parmi les défis, je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. PLF 2025, il y a des grands sujets pour nous, puisque pour notre attractivité sur notre territoire, il faut arriver à financer l'innovation. Ça passe par retenir les talents, ou au moins arriver à les construire. Ça passe par un financement d'innovation qui doit être puissant. Mais comme on sait qu'il y a des orientations qui sont faites d'un point de vue touristique, où ça va être compliqué d'avoir des billets d'avion pour déjà réduire cette fracture liée à la distance. D'autres enjeux, comme je pourrais parler de la LODEOM, on pourrait parler de C2I, CIR, qui a pour moi est un énorme enjeu pour nos territoires. Alors, peut-être pas trop d'acronymes, parce que là, on se perd déjà entre les anglicismes. Donc, C2I. Crédit impôt innovation, crédit impôt recherche. En gros, si je veux avoir des techs qui puissent développer mes innovations, il faut que je puisse leur dire, écoute, moi, je ne peux pas te payer 60K, 70K à l'année. Par contre, j'ai un territoire qui est sympa. Et puis, on peut arriver à financer plus ou moins ton salaire parce qu'on a des subventions qui nous aident. Si je schématise. C'est mieux, c'est parfait. Voilà. Bon, je peux toujours lui dire que j'ai un super beau territoire, que j'ai des plages, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même parler argent. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Bon, on a quand même des opportunités. Tout le volet transition écologique est pour nous, je pense, une grosse force sur laquelle on peut s'appuyer. Mais il faut qu'on construise ensemble. Donc voilà, allons avancer ensemble. Merci beaucoup, Florent. Diaspora, effectivement, financement, talent. Allez, on va parler. Donc, cette fois-ci, on va atterrir dans un territoire, tu me le disais, qui n'est pas une île, parce qu'effectivement, la Guyane fait partie quand même d'un espace continent. Est-ce que, Paul Richard, tu peux nous donner un peu ton point de vue sur ton écosystème et ton marché? Oui, tout à fait. Merci à tous, en tout cas, puisque, comme disait Marwan, c'est la première fois que je viens dans le Pacifique. En tout cas, je remercie de l'accueil. Et après 26 heures d'avion, je peux vous dire que je reviendrai, mais il va falloir vraiment programmer ça. Et donc la Guyane, lorsque j'ai vu la thématique, c'était un petit peu compliqué lorsque j'ai vu insulaire. J'ai dit là, il y a un souci parce que souvent on parle des anti-Guyane, mais n'oubliez pas qu'on est sur un continent. Donc souvent, la partie Guadeloupe et Martinique me rappelle qu'on reste peut-être insulaire parce qu'on est une région d'Europe qui est quand même isolée dans l'Amérique du Sud. Parce que souvent, on est considéré comme un ovni, puisqu'on parle français en Amérique du Sud. Et souvent, nos voisins ne comprennent pas. Et pareil pour les États-Unis. Donc, pour faire une petite anecdote un peu tech, Spotify, à l'époque, ne reconnaissait pas la Guyane comme zone géographique française. Donc, on a le même problème ici. Il y a à peine 2 ans, ça a été rectifié avec un ministre qu'on a poussé, avec la French Tech, entre autres. Et donc voilà pourquoi, au niveau de la French Tech, lorsqu'on m'a demandé, ça fait à peine 1 an que je suis président, et tout cet écosystème, je l'ai rencontré à travers Innovation Outre-mer, Outre-mer French Tech Days. Bon, j'étais pas là à La Réunion, mais en tout cas, j'étais là de cœur, parce qu'il y a eu un membre qui est venu. Et la réalité guyanaise, c'est quoi? C'est 91 000 km². On a 60% de la population qui a moins de 25 ans, 50% à moins de 18 ans. Donc c'est vraiment une richesse. Et en tout cas, il y a des sujets importants tels que la EdTech. Donc aujourd'hui, on a des porteurs de projets qui travaillent sur des plateformes d'e-learning, donc des types LMS, qui permettent de travailler aujourd'hui sur des formations en distanciel. Et après, on a quelques licornes, on dira, entre guillemets, en Guyane. On a dans la Cosmetic Valley, donc, puisque la Guyane est connue pour sa biodiversité, donc cette forêt amazonienne. Donc aujourd'hui, on a une start-upeuse, on dira, qui s'appelle Biostratège. Marianne Royer, je pense que tout le monde un petit peu la connaît. Donc aujourd'hui, je considère c'est une licorne guyanaise. Donc elle vient du Canada. Et donc, je ne vais pas refaire son storytelling, mais bon, en tout cas, vous pouvez voir Biostratège. Vous avez Solicase aussi, qui fait un dispositif qui fait de l'enrichissement et qui augmente la productivité des terres, tout simplement. Et elle a un marché sur le Brésil, l'Afrique et la France.
Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est isolé, mais de plus en plus, on essaie de trouver une ouverture sur nos voisins, puisque nos voisins directs, nous avons le Suriname, la Guyane hollandaise, pardon, et la Guyane anglaise. La Guyane anglaise, aujourd'hui, sera le Dubaï de demain, puisqu'ils ont trouvé du pétrole. Et le Suriname, à côté, Total vient d'investir 10,5 milliards. Donc, nous avons des voisins qui seront hyper riches, enfin, qui sont hyper riches. Donc, nous sommes juste à côté. Donc, on a les mêmes problématiques. Hein, c'est des levées de fonds. Là. Donc, souvent, on dit start-up, puisque, bon, on est dans l'écosystème French Tech. Mais moi, on va dire, j'ai une vieille start-up qui a commencé en 99. Donc, on ne parlait pas de start-up. Donc, cette fameuse levée de fonds, aujourd'hui, on est accompagné par France 2030 régionalisé. Donc, un dispositif sur place qui, en tout cas, qui permet de mettre en lumière et en exergue les différents porteurs de projets que l'on a. Parce qu'on a un manque de maturité digitale sur le territoire aussi. Puisque lorsqu'on va à Vivatech et qu'on voit un petit peu tous les dispositifs, après, il faut que... C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Si vous voulez, quand je parle de 99, on parlait de la bulle de l'Internet. Aujourd'hui, on a des profils de chefs d'entreprise qui ont une idée et qui demandent juste des fonds. Donc souvent, ce n'est pas rentable. Donc ça aussi, c'est un point à mettre en avant. Et il faut pouvoir avoir des gens qui sont capables d'investir pendant 2 ans, 3 ans et que ça ne soit pas rentable. C'est ça la réalité d'une start-up. Pour moi, c'est ce que j'appelle une start-up. Une entreprise, pour moi, on se lève le matin, on fait une offre, il y a la demande en face et vous pouvez pérenniser votre structure. Et souvent, le côté start-up où on vend du rêve, moi, en tout cas, je ne suis pas de cette génération. Donc, j'accompagne en tout cas nos différents membres à avoir une certaine réalité aussi du terrain. Puisque lorsque vous faites une levée de fonds, à un moment, il faut rembourser aussi. Il y a BPI, il y a les différents dispositifs, à un moment, il faut rembourser. Je pense que je ne vais pas être plus long, Chantal. Sinon, Charlotte, pardon. Ça sonne bien. Chantal, ouais, c'est pas mal aussi. Il manque le serre-tête peut-être. Eh bien, merci Paul Richard. On va passer la parole à Guillaume pour justement clôturer ce premier tour de table avec effectivement le marché calédonien qu'on connaît un petit peu mieux, mais... Oui, alors sur le marché calédonien, je ne vais pas faire très long. Hein. Je pense que peu de personnes dans cette salle ont des indicateurs fiables en ce moment. Donc on va un peu résumer. Je préférais me pencher plutôt sur les défis de l'écosystème calédonien. On a pu l'aborder déjà à travers différents discours et notamment les discours officiels. Je pense que le premier défi, et je résumerai aussi ce que mes camarades ont dit à côté, c'est un défi de financement. En Nouvelle-Calédonie, le monde des startups est très bon au niveau de l'amorçage. On a un écosystème qui est très riche, on a le pôle innovation, on a le cluster numérique open, on a même Initiative NC ou l'ADI qui sont des soutiens à l'entrepreneuriat. Néanmoins, on a du mal à passer à l'accélération. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas les VC, les fonds d'investissement, que nous sommes aussi très très éloignés de la métropole et qu'on ne peut pas bénéficier. Tu le disais, il y a un moment où il faut vulgairement cramer du cash pour développer sa start-up. Quand on n'a pas de cash, c'est compliqué. Donc ça, c'est première caractéristique de notre écosystème, je pense, c'est qu'on est très bien à l'amorçage, une terre de pionniers, une terre d'entrepreneurs. On est capable de lancer des projets, on a tout l'écosystème pour le faire et le soutien public pour le faire. Néanmoins, quand il faut accélérer, quand il faut faire une levée de fonds, malgré la présence, et je les salue s'ils sont dans la salle, d'Invest in Pacific, qui est une start-up elle-même, un fonds d'investissement en crowdfunding, malgré ces incitations fiscales, on a encore du mal à avoir des VC. On sait qu'il y a des fonds en Nouvelle-Calédonie, et on a encore du mal à passer cette étape d'accélération, et qui dit accélération dit après export. Je pense que c'est le deuxième défi des startups calédoniennes. C'est aussi la raison aujourd'hui de cet événement-là, c'est de se mettre en réseau. On le voit avec la région Antilles, Guyane, Caraïbes, etc. Vous avez quand même des facilités à vous mettre en réseau et travailler ensemble, ce qui ouvre des marchés régionaux. On a les mêmes possibilités. Franck est là aujourd'hui et je le remercie d'être présent et d'animer notamment cet atelier vers l'export. Et je pense que c'est clairement la vision que la French Tech Nouvelle-Calédonie doit désormais partager. On déploie nos programmes localement pour aider et soutenir l'entrepreneuriat, notamment à l'amorçage. Maintenant, je pense qu'on doit utiliser la région pour exporter, pour aller chercher des marchés ailleurs,
pour s'entraider et ouvrir nos startups aux marchés régionaux, que ce soit la Polynésie, mais aussi les marchés anglophones. On l'oublie trop souvent. Certes, nous avons des marchés francophones qui sont voisins et qui sont français, mais il faut aussi qu'on aille chercher la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, tous ces marchés-là avec qui la French Tech doit maintenant créer des contacts, des points de contact et des entrées sur les marchés. Donc ça, à ce niveau-là, je pense que c'est le deuxième défi. Et puis si je devais parler un peu très rapidement des caractéristiques de notre écosystème, je pense que je rajouterais aussi un facteur qui est propre aussi au territoire insulaire et à la Guyane, c'est la mer. Et pour nous, malgré tout, c'est le plus grand et le plus beau lagon du monde. Je fais un peu de pub pour le lagon calédonien, vous en conviendrez. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de richesses dans ce lagon. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de problématiques autour de l'hydrogène, du forage, de la protection de l'environnement. Et je n'irai pas sur ce terrain, etc. Mais néanmoins, le lagon, on parlait de cosmétiques tout à l'heure en Guyane. Je pense qu'il y a moyen de l'exploiter sur des nouveaux colorants pour les grandes multinationales. Utiliser ce lagon et la richesse, qu'on sait que la Calédonie est une terre de minerais. Voilà, on va pas reparler du nickel et des problématiques qui sont associées au nickel. Donc certes, il y a l'industrie, il y a toute l'innovation dans l'industrie qu'on peut développer, mais il y a aussi tout ce qui va se passer sur l'économie bleue, ce qu'on appelle vulgairement la blue tech ou le shine tech, et l'agri-tech. Comme toutes les îles, comme tous les territoires, on va dire enclavés ou isolés, on a besoin d'être autosuffisant alimentaire. On a parlé de la balance commerciale des territoires, c'est peu ou prou la même chose en Nouvelle-Calédonie. Donc on a besoin aussi de créer des solutions pour l'avenir, et je pense que ces deux économies, ces deux secteurs-là, évidemment, ça n'empêche pas aux autres, Art Tech, Health Tech, etc., de prospérer aussi. Mais je pense que la Green Tech et la Blue Tech, on peut faciliter, grâce à des financements, la création de nouvelles pépites qu'on pourra ensuite proposer à nos voisins, exporter, principalement sur ces deux secteurs-là, sans compter aussi sur un secteur qui peut être très intéressant et où pour le moment, on a du mal à voir émerger des startups, puisque c'est des secteurs qui sont aussi vraiment cash intensive, désolé pour les anglicismes encore une fois, mais par exemple l'énergie. C'est des secteurs aussi qu'on peut développer. On sait qu'il y a quand même pas mal de startups sur les territoires, les principaux territoires qui travaillent sur l'énergie. Et en Calédonie, je pense qu'on a aussi de belles possibilités là-dessus. Donc voilà, je vais couper un petit peu le micro de mon côté, puisque je préfère quand même laisser la parole à nos voisins. Et Charlotte, je te laisse enchaîner. Et là, c'est parti. Ben, moi, j'ai encore des questions parce que, effectivement, je voudrais revenir maintenant un petit peu sur. Donc là, on a vu en fait vos marchés qui sont effectivement assez différents. On a quand même des points communs qui sont des marchés relativement étroits pour beaucoup. Donc qui ont besoin en fait de s'épauler les uns les autres, de créer cette communauté. On a entendu aussi l'importance des talents, d'aller chercher des talents, de les sensibiliser, nous disait Thibaut aussi de Polynésie, à toute cette culture de l'entrepreneuriat, à la digitalisation aussi de l'économie. Point commun aussi, la mer, forcément. Donc, tous ces points communs, moi, j'aurais envie de vous poser la question, et peut-être le plus inspiré peut prendre le micro. Quelles sont en tout cas vos feuilles de route, vous, personnelles, au sein de vos French Tech, pour continuer à alimenter cette communauté, ces relations, aller chercher aussi des investisseurs, et donc soutenir en fait votre écosystème d'entreprises et d'entrepreneurs localement et en réseau? Alors, il y a Sébastien aussi. Il y a un deuxième micro qui peut déjà être pris en main pour enchaîner. Nous, au sein de la French Tech Guyane, on a un programme qui se décline en 4 axes. C'est le FAF. Donc, c'est fédérer un ensemble d'acteurs. Avant, il fallait pitcher pour entrer à la French Tech Guyane. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au stade de l'idéation, on l'intègre tout simplement et on essaye de le faire gagner en maturité. Donc en maturité de son business. On a un deuxième axe qui est l'acculturation. Donc souvent on parle monsieur parlait tout à l'heure d'anglicisme. Eh ben voilà, tout à fait. Donc on fait l'acculturation sur ces fameux anglicismes, savoir pitcher, présenter, faire une levée de fonds. Donc on est vraiment sur la partie acculturation des startups. L'accompagnement, ça permet de faire connaître, financer. Ça permet de rencontrer les différents dispositifs sur le territoire. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, France 2030, BPI, et être en relation avec les différents acteurs des secteurs, comme vous parlez de la mer. Donc, on a un sujet aussi sur la mer, et ça s'appelle le CRPM, et on travaille avec eux sur des sujets pour voir des pistes de projets innovants. Voilà, grossièrement. Donc, tu disais l'acronyme, c'est FAAF, oui. C'est ça? Fédérer, acculturer, accompagner, financer. Parfait. Voilà. Sébastien.
Oui, non, on n'a pas d'acronyme. Mais bon, c'est innover, fédérer, accompagner. Donc j'expliquais un peu tout à l'heure notre stratégie, surtout de financement de tout ça, qui va chercher des fonds de la collectivité régionale, des fonds de l'État et des fonds européens. Et nous, sur un programme, et ensuite nous, on finance petit à petit sur de l'expertise. Le sujet maintenant, une fois que c'est fait, c'est on parlait d'investissement. Et il y a 2 ans, j'étais assez optimiste sur le sujet de faire venir les VC hexagonaux chez nous, etc., etc. J'ai une approche plutôt pragmatique maintenant, qui ça va pas se faire. Pour moi, ça va pas se faire. Parce que, non, mais en an 2024, et quand tu parles d'un VC hexagonal, 2 sujets. C'est trop loin et il y a tout le temps grève. Ah, c'est l'image. L'image. Donc le là, marketing territorial. comment une start-up Guadeloupe, martiniquaise lève maintenant, aujourd'hui, là, avec ce qui se passe là-bas? Même sujet Nouvelle-Calédonie, même sujet sur la Guadeloupe où à peu près tous les 3 ans il y a une histoire. Sincèrement, voilà. On peut discuter longtemps, mais personne. Enfin, ça peut arriver, mais c'est ultra rare et c'est sur des secteurs bien précis. Quand on parle d'innovation, de risque, il y a du cash à brûler, tout ça, on n'y arrivera pas. Si on fait de l'immobilier, tout ça, probablement que oui. Mais sur les sujets qui nous intéressent, on n'y arrivera pas. Le levier à mettre, la solution, elle est politique. Elle est politique. Il y a des fonds européens qui existent pour financer ce genre de choses. C'est ce que je pense qu'il faut qu'on aille chercher pour ensuite financer en seed nos boîtes pour faire les preuves vous voyez, on peut faire une société en Guadeloupe, Martinique, Guyane, peu importe. Une success stories, vous voyez, Paul Richard parlait de Marianne Arroyer, on en a aussi, qui sont en capacité de faire des choses au niveau international et qui vont être des cash machines si elles ont le bon soutien. Mais pour moi, la solution, elle est politique. Politique de chez nous, pas forcément politique hexagonale, politique de chez nous pour mobiliser ce qu'il faut, pour avoir les fonds, pour gérer cette étape-là. Et ensuite, une fois que ça s'est dit, et qu'on a bien structuré et qu'on est sur place, peut-être faire venir des investisseurs qui, cette fois, comprennent ce qu'on vit et comprennent, je vous parlais de ce qu'on organise au niveau, ça sera début décembre sur la Caraïbe, on fait venir des investisseurs africains, on va chercher des fonds aux États-Unis, on va chercher des fonds dans la Caraïbe avec des gens qui comprennent, quand on va parler de Guadeloupe, ils vont pas nous dire oh là là c'est loin, oh là là on comprend pas, oh là là c'est difficile. Donc c'est ce qu'il faut faire. Le mythe de l'investisseur parisien qui va venir chez nous mettre de l'argent, j'y crois pas une seconde. J'y crois plus une seconde. Voilà. C'est plus, faut qu'on arrête à mon avis, de dépenser de l'énergie là-dedans et de se concentrer sur nous, parce que pour moi, la solution va venir de chez nous. Et ça passe par le marché, et pas que nous, entrepreneurs. Je parle de nous en termes d'individus sur un territoire. Je vous donne un exemple dans le cadre d'une société que je connais bien, que je ne citerai pas, où on a l'opportunité de vendre du matériel sur notre territoire. Le réflexe local est d'aller chercher du matériel ailleurs. Vous voyez? Donc ça commence par nous. Donc faisons les choses dans cet ordre-là, je pense, avant d'aller chercher ailleurs. Donc réponse politique, ça c'est important effectivement. Réponse aussi en termes de marketing territorial, d'aller chercher des investisseurs plus de proximité. Ça c'est intéressant pour être beaucoup plus dans son bassin régional. Et effectivement les fonds européens, donc ça c'est vrai que ça ce sont des leviers que vous avez peut-être un petit peu en avantage par rapport à la Nouvelle-Calédonie qui elle n'est pas éligible aux fonds européens mais à ce qu'on appelle le FED, le Fonds européen de développement. Marouane, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, on est des entrepreneurs. On a une comptabilité à la fin. Pardon, on est des entrepreneurs. On a une comptabilité à la fin de l'année. Cette comptabilité, souvent, elle est soutenue au début par des finances personnelles et des finances proches. Hein. Je vais être dans la caricature startup, hein, fondateur, cofondateur, love money. Alors, le love, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette version-là parce que chez nous, aux Antilles, on dit bah moi, on love. Donne-moi de l'aide. Donne-moi une chance. Et en fait, c'est ça. C'est d'abord de la solidarité. Mais après, le CID, on est censé être en industrialisation. Et ça suppose un environnement cohérent avec l'industrialisation. Donc, j'ai travaillé dans la collectivité. La Martinique, c'est une collectivité on est dans
titre 13 de la Constitution, article 73. Il y a 10 ans, même plus, j'ai participé, j'ai dirigé la rédaction de réglementations locales, par exemple, pour le développement des énergies renouvelables, pour la réforme du financement des transports publics. Parce que, je vous donne un exemple qui peut-être vous concerne, mais en France, moi je dis France, hein, métropole. En France, le versement transport qui finance les transports publics, c'est les entreprises de plus de 20 salariés. Okay. Entreprises de plus de 20 salariés aux Antilles, on s'arrête vite. Donc, on a réformé ceci, on a créé une autorité centralisée à l'échelle du territoire, etc. Donc, il y a des parties qui sont politiques. Par exemple, subventionner les entreprises qui démarrent, c'est politique. Si la collectivité a des difficultés à faire cet amorçage, on ne peut pas tout rattraper. Aux Antilles, on a la chance d'avoir un écosystème d'investissement, un écosystème bancaire qui est assez ancien. On a créé Martinique Tech, Guadeloupe Tech et Guyane Tech avant la French Tech. Assez naturellement, spontanément, le mot était à la mode. On a fait ça. Et à l'époque, on se connaissait déjà. On avait tous, par exemple, la volonté d'appeler Google pour lui dire... alors, il y a google.gp, ils ont gagné. On n'a pas google.mq. Et nous, par rapport aux opérateurs télécoms, si vous êtes chez Orange, vous avez une adresse IP qui vous localise à Paris. Vous cherchez une pizza Paris. Bravo l'écosystème digital. Alors, plutôt que de lister les problèmes, première chose, je pense qu'il serait assez intéressant que sur ces sujets-là, on travaille à l'échelle outre-mer, parce qu'au final, c'est la même question pour chacun. Donc c'est la même question pour tous. Donc allons-y ensemble, j'appelle la capitale. Je pense qu'il y a des sujets comme ça serait intéressant qu'on se mette en réseau et qu'on dise la même chose aux mêmes personnes. Sachant pareil, je l'ai déjà fait d'un point de vue politique territorial. Quand j'étais à la région Martinique, enfin c'était une région à l'époque, on est passé collectivité après, on bossait avec la région Réunion, la région Guadeloupe, avec la Corse, avec la Guyane, pour parler de la même voix face à EDF. Pour demander à l'État des cohérences dans les modèles d'affaires, par exemple, etc., etc. Donc, première chose, mise en réseau. Aujourd'hui, on est en train de se donner des cartes de visite papier. J'étais à Vivatech, il y avait un annuaire connecté international, etc. Je pense qu'on devrait, là je regarde Julie, la Réunion, prenez la main, c'est vous la capitale. Faisons un super annuaire, bien qualifié. Faisons en sorte que les gens qui partagent les mêmes problématiques, qui sont sur les mêmes technos, se rencontrent, mais aussi, même avec la Nouvelle-Zélande, hein, post-humo, et les gens meurent partout. Et les 40 autres entreprises de l'écosystème. Donc toi, ce que tu dis, Marwan, c'est effectivement, il faut renforcer, et là, je dois faire aussi mettre la maîtresse du temps et peut-être passer... Voilà. Oui. Donc tu dis renforcer l'écosystème, se doter d'outils pour être meilleur. Avant de renforcer, le structurer. Une porte-voix. Oui, 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 et d'avoir un porte-voix. Le structure. Non, pas forcément un porte-voix. On est une organisation, on est un organisme, on fonctionne ensemble. En ce moment, la capitale, c'est la Réunion. Elle va peut-être le rester longtemps, je sais pas. On fait pas de la politique, mais on fait de l'efficacité économique. Bien sûr. On fait du rendement. Quand je pousse, je veux que le levier fonctionne, en fait. Alors, Franck. Oui, alors moi, j'aimerais apporter juste un prisme anglophone. Et donc, par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que notre rôle, donc tu parlais de roadmap, ce qu'on cherche à faire nous, au sein de la French Tech en Nouvelle-Zélande, c'est qu'en fait, quand on regarde concrètement la chaîne de valeur, on commence en Nouvelle-Zélande très tôt. C'est-à-dire dès l'université, il y a énormément de projets de recherche. On en parlait tout à l'heure, j'ai entendu, beaucoup de chercheurs font des projets. Il y a vraiment en fait une structuration au niveau de pouvoir faire permuter des projets de recherche en projet commercial. Donc il y a tout un écosystème d'investisseurs. En Nouvelle-Zélande, on a énormément d'investisseurs qui investissent soit sur l'amorçage, donc très tôt dans les process, enfin dans le développement de la start-up, de l'entreprise, et jusqu'au bout en série A. Donc c'est là où on a des sociétés qui commencent à générer beaucoup de revenus, pas forcément de profit. Et je terminerai un petit peu là-dessus, c'est qu'on a donc tout ce secteur. Le gouvernement est très impliqué aussi dans les prises de participation d'entreprises stratégiques. Il faut savoir que je parlais de moutons tout à l'heure, mais on lance des fusées aussi en Nouvelle-Zélande. Starlink, c'est un des gros clients donc on lance des fusées depuis la péninsule de Christchurch.
Donc c'est cette dimension, en fait, on a vraiment un secteur investisseur qui est très très bien structuré. Notre rôle à nous, justement, c'est d'éduquer ces investisseurs sur ce qu'on sait faire. On est à l'intersection, et j'en parlais à la radio la dernière fois, lundi. On est vraiment à l'intersection, nous, entre la promotion du savoir-faire français. Donc on a beaucoup de Français en Nouvelle-Zélande et de francophones également. Et l'ingénuité kiwi, qui a toujours été reconnue. Et on essaie de travailler un petit peu, donc éduquer ces investisseurs sur le secteur de la French Tech, etc., puisqu'on a des entrepreneurs français, mais qui ont des startups néo-zélandaises, les accompagner. Et ce que j'aimerais vraiment beaucoup dans la roadmap, un peu dans l'écosystème du Pacifique, c'est de pouvoir faire bénéficier ces investisseurs néo-zélandais une capacité d'investissement dans des startups de Nouvelle-Calédonie ou autres, mais leur faire prendre conscience qu'il y a des vraies opportunités, il y a beaucoup d'ingénuité. D'ailleurs, il y a quelques success stories. Alors, je crois qu'il y a une startup qui fait des robots d'immersion pour le contrôle de la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, on a une grosse industrie farming et donc laitière et d'engrais. Et donc, les ruisseaux, les rivières sont assez souvent pollués. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge en termes d'émissions carbone. Donc c'est une société néo-zélandaise qui a été impliquée en tout cas dans des discussions. Et puis une autre, je crois que c'était la détection de feux de forêt. Il faut savoir qu'un gros secteur agricole en Nouvelle-Zélande, c'est les forêts commerciales. Et quand un feu de forêt se déclenche, et donc un système de caméra détecté avec une intelligence artificielle qui va pouvoir faire de la prévention très rapide auprès des... Donc voilà, donc je voulais juste vous dire, voilà, il y a un secteur investissement qui est très mature, très expérimenté. Et c'est vrai qu'on n'investit pas dans une start-up de la même manière qu'on investit peut-être dans un projet d'infrastructure. Et cette expérience, elle est notable et elle est disponible en Nouvelle-Zélande. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va devoir conclure en fait cette table ronde. Donc moi, ce que j'en retiens, en tout cas en termes de feuille de route et de propositions que vous avez évoquées, c'est de renforcer, de structurer. Vous disiez effectivement l'écosystème, être plus fort, avoir un carnet d'adresses partagé, pouvoir mieux valoriser en fait les entrepreneurs que vous portez, et effectivement créer des échanges avec des investisseurs et avec des clients. Peut-être le dernier mot ultra rapide, Florent. Je suis désolée, je suis obligée de faire Madame Temps. Si on m'entend, oui, assez rapidement, mais je pense qu'on a un regard qui est peut-être légèrement différent de ce qui a été évoqué à l'instant. L'île de la Réunion, on a près de 30 millions d'euros qu'on a investis par les fonds dans nos startups sur les 3-4 dernières années. Avec notamment un acteur majoritaire chez nous qui est donc Apicap. Donc on a la chance d'avoir ce fonds d'investissement sur notre territoire. Côté feuille de route, on est plutôt avec une approche très très orientée vers la rentabilité de nos entreprises le plus tôt possible. Mais vraiment que ça, le sujet d'avoir le fonds d'amorçage, d'avoir les différents acteurs financiers aux différentes étapes, pour nous, c'est un peu moins le besoin qu'on a aujourd'hui. Clairement, on a par exemple les derniers dispositifs qu'on a mis en place par la région, c'est le financement des premiers POC, le premier chiffre d'affaires de nos startups. Voilà, tu dois contractualiser avec un institutionnel, avec un acteur privé, tu as une enveloppe de 30 000 euros pour commencer tout de suite à générer ton premier chiffre d'affaires. On est plutôt dans cette orientation-là de notre côté, et donc ça se traduit en termes de feuille de route par une feuille orientée vers l'open innovation. Donc notre sujet, c'est plutôt de dire, on va maximiser les rencontres entre les startups, les institutionnels et les acteurs privés dans la continuité du programme Je choisis la French Tech, qui a pour objectif d'ici 2027 de doubler la commande publique privée en faveur des startups. Donc le plus tôt possible, rentrer avec des KPI, rentrer avec de la crédibilité, de la légitimité, et à partir de là, reprendre les relations qui sont déjà existantes avec les différents fonds d'investissement, que passe par tous les acteurs, les business angels, les family office, VC, etc. C'est plus le sujet qu'on a. Les relations sont là. Il y a des fonds qui sont en train de se mettre en place, des fonds outre-mer qui s'installent également avec différents acteurs. C'est pas le sujet pour nous. Le vrai sujet, c'est comment, dès le départ, je t'aide à avoir de la crédibilité, à générer du chiffre d'affaires, à avoir du revenu récurrent, et ensuite de te structurer en conséquence. Pour qu'au moment où tu te positionnes vis-à-vis de ces différents fonds, tu aies une crédibilité, non pas à l'échelle de ton territoire, mais à l'échelle de ta compétitivité mondiale. Et ce n'est pas du tout la même approche. Voilà.
Tu as bien fait de reprendre la parole. Super intéressant, effectivement, de montrer cette approche qui va beaucoup plus rapidement, effectivement, sur la rentabilité, l'accompagnement. Et peut-être petit clin d'œil, le programme Je choisis la Frenchtech a déjà été initié il y a quelques semaines de ça, donc pour faire rencontrer en fait des startups calédoniennes avec la commande publique et privée. Donc il y a un premier événement qui a été fortement apprécié, en tout cas des participants, donc à faire perdurer. Je vais donc vous proposer une petite pause d'une vingtaine de minutes et on se retrouve juste ensuite pour la session des pitchs des champions des différents écosystèmes Frenchtech. À tout de suite.